Imaginez que quelque part, à des milliards d'années-lumière de notre monde, il existe une autre version de vous qui regarde cette même vidéo en ce moment même. Ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air. La théorie des multivers a le vent en poupe. Des films Marvel à Spider-Man en passant par le récent Everything Everywhere All at Once. Mais il ne s'agit pas seulement d'un concept de science-fiction farfelu. Les physiciens parlent de cette théorie depuis des décennies. Voyons ce qu'ils en disent. Les mondes parallèles existent-ils? Si oui, espérons que nous sommes dans la réalité dans laquelle vous cliquez sur le bouton « S'abonner » avant de plonger dans la vidéo. Tout commence avec le Big Bang. Avant le Big Bang, l'univers avec tout ce que nous connaissons était concentré en un point infiniment petit, super chaud et méga dense. Notre univers était sur le point d'éclater. Et puis, boum, l'événement le plus colossal que vous puissiez imaginer se produit. En un instant, ce minuscule point se dilate à une vitesse inimaginable. C'est le début de tout, du temps, de l'espace et de toutes les galaxies qui nous entourent. Puis, tel un ballon extrêmement chaud, l'univers a commencé à s'étirer dans toutes les directions. Ce qui semble logique, mais ce qui est curieux, c'est que cette époque inflationniste a duré un temps incroyablement bref, à peine le temps d'un clin d'œil. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton « avance rapide », puis avait progressivement ralenti. Après cette phase fulgurante, l'univers a continué à croître, mais à un rythme normal. Cette rapide expansion porte le nom de cosmologie inflationniste. Elle explique certains grands mystères de notre monde. Pourquoi il est identique dans toutes les directions? Pourquoi le rayonnement de fond est uniformément réparti? Pourquoi les galaxies sont là où elles sont? Etc. Le fonctionnement précis de cette inflation cosmique demeure encore un peu mystérieux, mais les scientifiques s'y intéressent, et la théorie elle-même est universellement acceptée. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Pour les scientifiques, cette idée relevait au départ de la science-fiction la plus délirante. Toutefois, elle permettait d'expliquer tant de choses que les scientifiques n'eurent d'autre choix que de la prendre en considération. Mais tout ça allait devenir encore plus étrange par la suite. Selon cette théorie, l'inflation pourrait ne pas être un phénomène ponctuel. Il se pourrait qu'elle se produise de manière répétée, voire continuelle. Imaginez l'univers comme un cycle sans fin, chaque explosion créant sa propre bulle d'univers. Et le plus important, c'est que ces bulles d'univers pourraient ne pas toutes être régies par les mêmes règles. Il se pourrait que certaines soient même complètement bizarres, avec des lois de la physique totalement folles, impossibles à imaginer. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir toute une constellation de bulles d'univers. Malheureusement, nous ne pouvons pas observer directement ces autres bulles. Elles existent au-delà de la limite de notre champ de vision. C'est là que la théorie des multivers entre en jeu. On parle depuis longtemps de cette idée d'univers multiple, au moins depuis la Grèce antique. Dans les années 1990, cette théorie a suscité un vif intérêt et a commencé à apparaître dans des livres et des films. Par la suite, les scientifiques y ont de plus en plus fait référence dans leurs discussions et leurs articles de revue. Aujourd'hui, de nombreux savants et philosophes s'y intéressent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves ou d'indices solides de l'existence de ces autres univers. Ce n'est pas une théorie prouvée ou confirmée, ce n'est même pas une théorie du tout, seulement une hypothèse, un ensemble de réflexions intéressantes. Avant de tirer des conclusions, nous avons besoin de beaucoup plus d'informations. Hélas, il est difficile de trouver des preuves de l'existence de mondes parallèles. Nous ne pouvons rien voir au-delà du nôtre. C'est pourquoi de nombreux scientifiques pensent que le multivers n'existe probablement pas. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Si certains physiciens affirment que nous ne pouvons pas observer le multivers, et donc en confirmer la réalité, d'autres suggèrent une approche différente. Au lieu d'essayer de trouver ces mondes parallèles, nous pourrions essayer d'examiner le nôtre et son histoire. Vers les années 2010, des chercheurs ont examiné les données recueillies par un instrument portant le nom de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Ils pensaient avoir trouvé des signes suggérant que notre univers était peut-être jadis entré en collision avec d'autres univers. Mais ensuite, d'autres scientifiques ont utilisé un satellite encore plus sophistiqué, doté d'une résolution 3 fois supérieure, pour examiner les données de manière plus approfondie, et ils n'ont trouvé aucune preuve solide de ces collisions d'univers. De plus, rien n'indiquait que d'autres univers exerçaient une attraction gravitationnelle sur le nôtre. Cependant, une découverte intéressante a été faite en 2015. Un scientifique a étudié les radiations résiduelles du Big Bang.
Selon lui, il y avait là quelque chose de super lumineux, 4500 fois plus lumineux que prévu. Du moins, d'après les éléments, les protons et les électrons, qui, d'après les scientifiques, étaient présents dans l'univers primitif. Selon ces francs-tireurs, il pourrait s'agir de la première preuve de la collision de notre univers avec d'autres. Supposons un instant que cela soit vrai. Le multivers ne serait pas le résultat de décisions humaines créant des lignes temporelles alternatives. En mécanique quantique, ce ne sont pas les décisions humaines qui divisent tout en mondes parallèles, mais la mesure des particules subatomiques. Ainsi, si nous examinons cette théorie scientifiquement, les autres mondes seraient à des milliards d'années-lumière, et ce qui leur arrive n'aurait rien à voir avec nos choix quotidiens. Alors, à quoi ressembleraient-ils? Eh bien, Max Tegmark, par exemple, a décrit 4 niveaux d'univers et de multivers. Le niveau 1 est l'extension de notre monde. Notre univers est un endroit immense, et dans un univers infini, il y aurait des morceaux infinis comme le nôtre, chacun avec sa propre histoire. La plupart de ces morceaux seraient différents, mais étant donné leur nombre, certains pourraient bien ressembler aux nôtres. Toutefois, ils seraient vraiment très éloignés. Le niveau 2 est un univers avec des constantes physiques différentes. Selon cette idée, notre univers fait partie d'un espace beaucoup plus grand, où se forment des bulles. Chaque bulle peut avoir son propre ensemble de règles, des lois de la physique complètement différentes. Le niveau 3 est l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. C'est un chouïa difficile. Dans le monde quantique, les choses peuvent être étranges. Imaginez que vous lanciez un dé. Chaque résultat pourrait créer un univers distinct. Donc, si vous obtenez un 3 dans un autre univers, ce serait un 6, et ainsi de suite. Oui, ça donne un peu le vertige. D'après cette idée, chaque résultat possible créerait un univers entièrement nouveau. Enfin, nous avons le niveau 4, c'est le plus abstrait de tous. Selon ce modèle, tout, chaque univers ou réalité possible, peut être décrit en utilisant les mathématiques, si seulement je n'avais pas ronflé en cours d'algèbre. Imaginez toutes les équations mathématiques qu'il faudrait pour décrire toutes les formes imaginables que l'univers pourrait prendre. Selon ce modèle, chaque équation mathématique décrivant un univers existe réellement, et chacun de ces univers est réel à sa manière. Stephen Hawking était un partisan de l'interprétation des mondes multiples. Le niveau 3, c'était l'une de ses dernières théories avant son décès. Il prédisait que l'univers est fini, et bien plus simple que ne le disent de nombreuses théories actuelles sur le Big Bang. Selon Hawking, l'univers est comme un système quantique géant, une mer de possibilités et de probabilités. Dans cette perspective, chaque résultat de l'histoire de l'univers se joue dans des existences parallèles. Et nous, en tant qu'observateurs, jouons un rôle crucial. Notre existence et ce que nous observons, selon Hawking, façonnent activement l'univers que nous voyons. En termes simples, l'univers est une toile et nous sommes tous des peintres. Si cela vous semble à la fois génial et complètement fou, souvenez-vous que pas mal de choses ont été considérées comme folles avant qu'on en démontre la bouleversante véracité. Alors, y a-t-il une copie de vous quelque part en train de regarder cette vidéo et qui vient d'appuyer sur le bouton « J'aime » Qui sait, s'il existe des copies infinies de nous, les scientifiques supposent que nous pourrions être comme des jumeaux identiques, partageant les mêmes origines, mais évoluant ensuite pour devenir des personnes distinctes et différentes. Et si ces mondes existent, peut-être pourrons-nous même les visiter un jour. Il pourrait y avoir des liens entre nous, quelque chose qui permettrait de voyager entre les dimensions. Par exemple, les trous de verre. Quoi qu'il en soit, espérons qu'un jour, nous en saurons plus. D'ici là, restez curieux. Restez... Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande.
Et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi ? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne ? Eh bien, parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseux colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous ? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labbé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers. Ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela ? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier.
Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe ? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale, que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc notre origine. Mais bien sûr, nous devons encore attendre et explorer tout cela dans les moindres détails. En science, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Et pendant que les chercheurs étudient ces questions, nous serons ici, cramponnés à nos sièges, à attendre la prochaine superproduction spatiale. L'univers ne cesse de nous étonner par ses merveilles. Qui aurait pu imaginer qu'une si petite et si humble antenne puisse révéler de tels secrets cosmiques ? Cela prouve que dans l'immensité de l'espace, même les plus petites découvertes peuvent avoir le plus grand impact. Continuons à regarder vers les cieux, et qui sait quelles autres surprises cosmiques attendent d'être découvertes. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement.
Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver. Et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve. Et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée, est aujourd'hui requalifié de planète naine à un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes.
Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Tu es dans ton vaisseau spatial galactique en route pour l'avant-poste 52 avec pour mission de livrer des fournitures pour la petite colonie qui s'y trouve quand des alarmes commencent à retentir. Tu consultes tes écrans, mais quelque chose attire ton attention avant que tu ne puisses comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'écran de visualisation car la partie avant de ton vaisseau est transparente, comme un miroir sans teint. Un colossal nuage orange et violet se dirige vers toi. Tu n'as pas le temps de l'analyser. Tu mets le vaisseau en piqué aussi verticalement que possible. Les alarmes s'affolent, mais tu es trop concentré pour te mettre à l'abri du danger. Le vaisseau tremble et tu penses qu'il va se briser. Mais il est rapide et puissant, et tu parviens tant bien que mal à te placer en dessous du nuage. Tu lèves les yeux et tu vois le gigantesque nuage de plasma passer au-dessus de toi. La curiosité t'a piqué et tu décides de le suivre. Tu programmes ton ordinateur de bord pour l'analyser. Les résultats te parviennent vite, mais tu as du mal à y croire. Ce nuage de plasma est un destructeur galactique. Lui et d'autres de ses congénères ont mis une fin prématurée à nombre de galaxies. Tu te souviens de tes études sur Terre, lorsque tu n'étais qu'un jeune pilote. Il y avait déjà eu des recherches au XXIe siècle sur la raison pour laquelle les galaxies cessaient mystérieusement de former de nouvelles étoiles, provoquant à terme leur déclin. Les étoiles se forment à partir d'épais nuages de gaz devenus extrêmement froids. Ils se condensent et, au fil du temps, s'effondrent en une matière solide et compacte. Il existe une célèbre photo prise par le télescope spatial Hubble. La plupart des gens l'ont vue. Elle s'appelle les piliers de la création. Il s'agit de la nébuleuse de l'Aigle, où des étoiles sont en train de se former. On appelle de tels environnements des pouponnières d'étoiles. C'est un concept plutôt mignon. Mais il y a un méchant qui rôde. Et tu le suis. C'est un vaste destructeur d'étoiles. Le destructeur se précipite et balaye le gaz de ces galaxies à une vitesse incroyable, empêchant ainsi les étoiles de se former. C'est comme un balai géant. Mais au lieu de nettoyer, il détruit, mettant fin prématurément aux nouvelles galaxies. Maintenant que tu sais à quel point il est dangereux, il est préférable de rester un peu en retrait. Voyons si nous pouvons le voir en action à une distance sûre. C'est un mystère de longue date que de savoir pourquoi certaines galaxies ne donnent pas naissance à de nouvelles étoiles. Ce destructeur d'étoiles est malin. Il traîne autour des grands amas de galaxies, dont un en particulier, qui porte le nom d'amas de la Vierge. C'est celui que les scientifiques ont étudié. Il est tout proche,
mesure 7 millions d'années-lumière de diamètre et contient des milliers de galaxies. Quand on dit proche, on parle tout de même d'environ 65 millions d'années-lumière de nous. Ce n'est donc pas vraiment ta petite promenade spatiale du dimanche, mais c'est relativement proche à l'échelle galactique. L'amas fonce dans le plasma surchauffé à des vitesses pouvant atteindre 1 million de kilomètres par heure. L'amas constitue la base du grand superamas de la Vierge, dont le groupe local où se situe notre Voie lactée fait partie. Sa proximité avec nous le rend plus facile à étudier pour les scientifiques. C'est aussi l'une des régions les plus extrêmes de l'univers que nous connaissons, en tout cas à ce jour. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas? L'amas de la Vierge est aussi inhabituel car il forme encore de nouvelles étoiles. Et nous pouvons les observer comme sur la célèbre photo de la pouponnière de Hubble. L'une des galaxies de cet amas s'appelle Messier 87. Elle a été découverte en 1781 par un astronome français nommé Charles Messier. Elle lui semblait un peu floue, alors il l'a appelée nébuleuse. Une nébuleuse sans étoiles. Il a fallu attendre les années 1920 pour obtenir plus d'informations sur sa nature exacte. Messier était très respecté et, de son vivant, il a découvert pas moins de 13 comètes. Il est né dans la campagne française, 10e d'une famille de 12 enfants. À l'âge de 14 ans, en 1744, il a eu la chance de voir une énorme comète à 6 queues. Elle était étonnante et était visible à l'œil nu pendant plusieurs mois. Ses effets étaient spectaculaires et inhabituels. Elle était si brillante qu'elle a été répertoriée comme la 6e plus brillante de l'histoire. 4 ans plus tard, le 25 juillet 1748, le jeune Charles a vu une éclipse solaire depuis sa ville natale. Il a alors su qu'il voulait explorer le monde de l'astronomie. C'était tout décidé. Un cratère lunaire et un astéroïde ont été nommés en son honneur. Rien d'aussi éblouissant cependant que Messier 87 alias M87. C'est une galaxie elliptique supergéante avec des billions d'étoiles. C'est la 2e galaxie la plus brillante de l'amas septentrional de la Vierge, ce qui la rend populaire auprès des astronomes professionnels et amateurs. Les galaxies elliptiques sont constituées d'étoiles plus anciennes et de faible masse, avec une activité de formation d'étoiles minimale. Elles sont entourées d'un grand nombre d'amas globulaires. Elles représentent environ 10 à 15% du superamas de la Vierge. M87 a un trou noir supermassif en son centre. Il a été photographié à l'aide des données recueillies en 2017 par le télescope Event Horizon, EHT. Il a été dévoilé avec enthousiasme au monde entier en 2019. En mars 2021, l'équipe de l'EHT a révélé pour la première fois une image polarisée du trou noir. C'était un événement très excitant. C'était la première fois qu'un trou noir était capturé. Tout cela a été rendu possible grâce au télescope Event Horizon, qui est en fait constitué de nombreux radio-observatoires et radiotélescopes du monde entier, travaillant tous ensemble pour produire un télescope très sensible et à haute résolution. Un autre réseau de télescopes, situé au Chili, s'appelle le Grand Réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA. Ils ont capturé des images haute résolution des 51 galaxies importantes de l'amas de la Vierge. C'est en partie grâce à cela que nous savons ce que nous savons. M87 et d'autres galaxies ne semblent pas faire grand-chose à l'œil nu. En fait, au cours d'une vie humaine, elles bougent à peine. Pourtant, elles sont composées de gaz, de poussière et d'autres objets et se déplacent dans l'espace à grande vitesse. Elles se déplacent lorsqu'elles sont affectées par la gravité d'autres galaxies ou par la matière noire, une entité mystérieuse qui est 5 fois plus répandue que la matière ordinaire. On pense que de nombreuses galaxies, y compris la nôtre, ont un halo de matière noire qui les entoure. La matière noire peut tirer de façon plus importante sur les petites galaxies à l'extérieur des amas. À mesure que la galaxie est entraînée dans l'espace, le destructeur d'étoiles peut tomber sur elle. Des nuages géants de plasma intergalactique, une forme de gaz électrique, peuvent se comporter comme une atmosphère et drainer le gaz à l'intérieur de la galaxie. Ils balayent le gaz de cette galaxie, la privant de ce dont elle a besoin pour fabriquer des étoiles. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce genre d'activité. Mais d'après les scientifiques, c'est ce qui est en train de se produire avec certaines galaxies ou nébuleuses sans étoiles, comme les a observées Charles Messier. Maintenant, garons notre vaisseau spatial ici et regardons cette chose en action. Ce que nous avons appelé destruction d'étoiles est aussi connu sous le nom de décapage de gaz. C'est l'un des événements extérieurs les plus spectaculaires et les plus violents de l'espace. Un scientifique du Conseil national de recherche du Canada a affirmé que les galaxies se déplaçaient si vite dans le plasma chaud de l'amas qu'une quantité de gaz moléculaire froid était arrachée de la galaxie. C'est comme si le gaz était balayé par une gigantesque souffleuse industrielle cosmique. Ce n'est pas le genre de décapage que nous souhaiterions voir se produire dans notre galaxie. Mais là, tu l'observes en pleine action.
Tu es impressionné, mais tout aussi respectueux de sa puissance. Le décapage du gaz, également connu sous le nom de décapage par pression dynamique, traverse de nombreuses galaxies et élimine les gaz qui forment les étoiles. Le processus est très efficace. Les gaz se comportent différemment des nuages de notre galaxie. Ils ne forment pas autant d'étoiles que la nôtre. Une étude du XXIe siècle a révélé que le même processus se produit dans des groupes plus petits, de quelques galaxies seulement, avec beaucoup moins de matière noire. L'étude a examiné un nombre stupéfiant de 10 567 galaxies satellites. Ce sont des galaxies qui existent au-delà des énormes amas galactiques. Ils ont pu en étudier un si grand nombre en utilisant la technique de l'empilement. Cela permet d'en savoir plus sur un ensemble d'objets peu lumineux, en combinant toutes les informations de ces objets et en extrayant une caractéristique moyenne. Ils ont finalement déterminé que le décapage du gaz est potentiellement la principale façon dont les galaxies et la formation des étoiles sont entravées par leur environnement. C'est plutôt malheureux d'avoir un voisin aussi méchant. Maintenant que ta curiosité a été satisfaite, il est préférable de quitter ce nuage de plasma et de poursuivre ton voyage vers l'avant-poste 52. Tu vas être en retard et tu pourrais avoir de sérieux problèmes. Pendant que ton vaisseau fait demi-tour, nous allons retourner sur Terre et remonter dans le temps. Retour en 1744. À cette nuit dans la campagne française, où un adolescent se tenait dehors, émerveillé par le ciel nocturne et la vue spectaculaire d'une comète à 6 queues. Et à partir de ce moment, il a trouvé l'inspiration pour entamer la quête de toute une vie, basée sur une seule question. Peut-être la question ultime. Qu'y a-t-il là-haut ? Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée ? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité ? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent en nous sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire A étoile. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber.
Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio.
L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe. Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer, ou de vous souvenir, de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel? Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connue sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue. Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparées à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent. Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir. En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie,
Mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse. Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion, et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles. Et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années. Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz, ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors, que nous réserve l'avenir ? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait. L'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient, et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant.
L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve? Attache ta ceinture. Nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Eh, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre ? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre ? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler ? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs ?
Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ces étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial, et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec un phénomène unique. Voici un objet spatial qui vaut aussi la peine d'être visité. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une étrange forme allongée ainsi que 2 lunes. Un jour sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait l'objet massif qui tourne le plus vite de notre système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse au sujet d'Haumea est que la planète est aussi entourée d'un mince anneau de 60 km de large.